BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17, mon invité c'est Isabelle De Silva, présidente sortante de l'autorité de la concurrence. Bonjour Isabelle De Silva. On est très heureux, je suis très heureux de vous recevoir ce matin. On a vu des échanges intéressants et fructueux il y a quelques temps sur ce plateau. On a tous été très surpris que votre mandat ne soit pas reconduit. J'ai pas l'impression que vous ayez démérité. Est-ce que vous avez été surprise vous aussi ? Sur le moment, j'ai eu un petit peu de surprise, mais je respecte la liberté de choix de l'autorité qui décide. C'est-à-dire le président de la République ? Tout à fait. J'espérais continuer, c'est vrai, parce que je crois qu'on a mené des chantiers difficiles et importants. Bon, à quelques heures de mon départ, ma priorité, c'est vraiment que l'autorité puisse poursuivre sa mission sereinement et surtout que les chantiers que nous avons commencés puissent se dérouler car ils sont importants. Le gros chantier, notamment en cours d'instruction, c'est évidemment la fusion TF1-M6. Je ne fais pas de relation de cause à effet, mais c'est vrai que dans ce dossier, tout le monde a l'air d'être pour. Le gouvernement, la ministre de la Culture et de la Communication, le CSA. Il y avait un acteur qui voulait juste faire son travail, qui voulait juste regarder s'il y avait des problèmes concurrentiels qui se posaient. Vous aviez posé le débat en termes extrêmement objectifs. Vous aviez dit qu'il faut regarder si effectivement le marché pertinent aujourd'hui est celui de la télévision gratuite ou s'il faut l'élargir effectivement au marché publicitaire qui inclut les GAFA. C'est une question légitime. Vous n'aviez pas répondu encore à cette question. Le dossier est en cours d'instruction. C'est ça la question centrale de ce dossier. C'est vrai que c'était un dossier difficile. C'était l'une des raisons pour lesquelles je pensais que c'était une bonne chose de continuer le travail que nous avons commencé ces derniers mois. Je crois que sur tous les dossiers de concentration, et nous en avons eu des difficiles à l'autorité, j'ai toujours eu une méthode qui était de regarder les faits, de ne pas me fonder sur des a priori ou des intuitions. Et dans un dossier aussi complexe que celui-ci, nous attendons beaucoup de la réponse du marché, d'éléments objectifs. Donc voilà, le travail est bien commencé sur ce dossier. C'est un calendrier exigeant qui doit nous mener jusqu'à l'année prochaine. Et je crois que ce travail se poursuivra avec mon successeur lorsqu'il sera nommé, car il y a des enjeux importants pour l'ensemble du secteur de l'audiovisuel. Et notamment, effectivement, pour les sociétés de production qui vont se retrouver avec un acteur très important, pour les régies publicitaires. Est-ce que vous avez été surprise et gênée que, effectivement, ce dossier qui est important, qu'il faut instruire en toute objectivité, peut-être que la fusion est très bonne et qu'elle aura lieu. Est-ce que vous avez été surprise que le gouvernement, la ministre de la Culture, le CSA prennent position aussi rapidement ? Alors chacun est dans son rôle et peut exprimer une perception positive sur cette opération. Nous avons une optique un peu différente qui est de ne pas avoir d'a priori favorable ou défavorable. C'est la conception de notre rôle aussi et cela constitue, je pense, une garantie que ces dossiers sont étudiés avec un grand sérieux et jusqu'au bout. Une impartialité totale pour entendre tous les points de vue sur ces sujets. Vous êtes beaucoup illustré pendant votre mandat sur les dossiers que vous avez instruits à l'égard des GAFAM. On a parlé tout à l'heure dans le journal de Google, 2 amendes successives, 200 millions, 500 millions. Apple, 1,1 milliard d'amendes. On a l'impression effectivement que dans cette puissance des GAFAM, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, les autorités de la concurrence sont un peu le dernier rempart contre ces marchés quasiment monopolistiques, en tout cas oligopolistiques qui se mettent en œuvre. Alors, je suis ravie qu'on puisse avoir cette impression. Je crois que ça a été la grande priorité de mon mandat et je l'avais défini comme tel dès le début. Je crois qu'il y a un défi pour toutes les instances de régulation de l'État dans beaucoup de domaines, mais particulièrement en matière de concurrence, compte tenu de l'importance qu'ont pris ces entreprises dans l'économie. Il faut que l'État puisse faire entendre sa voix et que l'autorité de concurrence intervienne lorsqu'il y a des comportements problématiques. Alors, ce n'est pas facile, ça demande une vraie expertise, ça demande aussi de changer la façon dont on procède, par exemple, en étant encore plus réactif, en échangeant aussi beaucoup avec les collègues internationaux. Et une grande partie de mon mandat a été consacrée au renforcement des échanges au sein de l'Europe, mais aussi avec les États-Unis. Vous aviez commencé avec l'antitrust américain à justement ouvrir une coopération pour que les règles soient des règles effectivement mondiales. Vous sentez que du côté de l'administration américaine, il y a aussi une volonté, une prise de conscience que ces géants qui sont américains, donc peut-être que ça peut être positif pour l'Amérique, peuvent être un problème pour l'ensemble de l'économie mondiale ?
Oui, je crois que c'est l'un des éléments très positifs que j'ai pu percevoir à la fin de mon mandat et qui est un signe d'espoir, qui est que même avant le changement de président aux États-Unis, les autorités américaines se sont rapprochées de notre perception, qui est qu'il faut agir de façon mesurée lorsque c'est nécessaire, et notamment que des procédures soient ouvertes lorsqu'il y a des risques d'abus de position dominante ou des concentrations qui se sont réalisées et qui nuisent à la concurrence. Donc on voit vraiment aujourd'hui un très grand rapprochement des vues en termes de philosophie générale d'intervention, aussi en termes d'échange entre les équipes, et ça, ce sera l'une des tâches prioritaires que j'espère que mon successeur pourra poursuivre. Alors, il y a beaucoup d'autres dossiers en cours d'instruction. Alors je ne sais pas si Hachette Editis, vous avez déjà été notifié de ce rapprochement éventuel ? Alors pas encore, c'est l'un des dossiers qui pourrait nous arriver, soit nous, soit la Commission européenne dans les prochains jours. Ouais, parce qu'il faut rappeler que sur ces dossiers de rapprochement, à chaque fois, l'Europe peut dire si elle prend à son niveau le dossier, si elle considère qu'il y a un enjeu de concurrence européenne. Est-ce que, tiens, pour TF1 M6, est-ce que ça va remonter au niveau européen ou l'Europe vous l'a laissé ? Alors, ce sujet avait été posé dès les premiers jours de l'opération, donc ce point a été regardé et étudié de près. C'est un dossier qui aurait pu, vu son ampleur, relever du niveau européen, mais qui est demeuré chez nous en France, compte tenu de la part des chiffres d'affaires qui est réalisée en France. Donc, à ce stade, ce dossier ne changera plus d'autorité compétente, mais je crois que c'est aussi une chance que pour ces concentrations, qui sont des opérations très importantes pour les entreprises, nous ayons cet échange permanent avec la Commission européenne, qui peut certaines fois décider de garder des dossiers ou nous les renvoyer lorsqu'elle pense que nous sommes mieux placés pour étudier, par exemple, les marchés locaux et l'impact de ces opérations. Et par exemple, là, vous avez donné, je change de marché, en fait, un avis favorable à ce que le français Sodial reprenne les activités européennes de la marque de produits laitiers Yoplait. Là, dans ce dossier, vous avez considéré que ce rapprochement ne nuisait pas à une concurrence parfaite. Oui, parce que c'est un marché alimentaire où il y a de multiples concurrents, il n'y a pas de part de marché trop considérable. Donc il y a beaucoup d'opérations, même d'envergure, qui peuvent se dérouler sans que nous ayons à imposer des remèdes ou bien sûr à les interdire. Et donc dans ce marché de l'agroalimentaire, c'est vrai qu'il y a des géants qui existent par ailleurs, Danone. On voit cet aller-retour de Yoplait du marché américain. Je rappelle, c'était General Mills qui en était là, le propriétaire, qui revient donc dans le giron européen. Vous avez l'impression qu'il y a un mouvement on parle beaucoup de relocalisation de ces types de marchés. Vous constatez dans vos études de dossier ? Je dirais que le marché de l'agroalimentaire et de la distribution alimentaire est sans doute l'un de ceux qui rencontrent les plus grandes transformations. De multiples défis, par exemple, sur l'avenir des hypermarchés, des défis pour les industriels avec l'attente de processus plus verts, moins d'emballage. Ce sont des mutations très profondes. Donc je crois que ça fait partie des secteurs qui méritent une attention soutenue. Et nous-mêmes, nous avons consacré beaucoup d'énergie au sujet du commerce de détail et de la façon dont les développements numériques l'impactent. Et je crois que la crise du Covid a bien montré que l'avenir du commerce physique est un vrai sujet. Et je me réjouis que le gouvernement y consacre bientôt des états généraux, parce que ça a un impact au-delà de l'économie aussi sur nos sociétés. Vous avez vu dans la distribution, on voit bien que justement là aussi, pour les raisons que vous donniez, c'est un secteur qui est en pleine transformation, qui est chamboulé un peu par le e-commerce, par les nouvelles pratiques de distribution. Carrefour-Auchan, la fusion n'aura donc pas lieu. On a appris au cours des dernières heures que finalement le comité stratégique de Carrefour avait décliné l'offre de rachat d'Auchan parce que notamment l'un des actionnaires, la famille Moulin, considérait que le deal n'était pas suffisamment généreux. Ça, c'est un dossier qui n'ira pas devant l'autorité de la concurrence, mais qui aurait pu être validé. Vous pensez que le secteur, avec 4, 5, 6 grands groupes de grande distribution, peut être encore concentré ? Alors ce n'est pas impossible. Je crois que l'une des questions que nous aurions si nous avions ce type de dossier, c'est est-ce que les marchés pertinents, une fois encore, ont évolué. Nous avons eu l'occasion de regarder de près plusieurs opérations concernant Franprix ou les autres formats type Aldi ou Lidl. Et on voit qu'il y a des petites évolutions, alors pas encore de révolution dans ce domaine, mais que la restructuration a déjà commencé en ce qui concerne le commerce de détail de l'habillement, puisque nous avons eu énormément
énormément d'opérations à examiner. Ouais, de rachat, Nous sommes en train de regarder l'opération But Conforama, donc dans le domaine du commerce de détail des meubles. Donc on voit vraiment des évolutions assez profondes se manifester et certains rapprochements qui peuvent se faire compte tenu de l'évolution concurrentielle qui les entoure. Isabelle de Silva, vous m'avez dit au début que vous aviez été surprise de la décision de ne pas renouveler votre mandat. Déçue, est-ce que, pour terminer, vous l'avez compris, ces décisions? Est-ce que vous comprenez les enjeux politiques qui ont conduit certains à préférer que ce ne soit pas vous qui instruisiez les dossiers en cours? Ça, je crois qu'il faudra juger sur la personne qui me remplacera, mais à quelques heures de terminer mon mandat, je pense surtout à l'institution. J'ai une grande confiance dans la pérennité de sa mission et je suis sûre qu'il y a suffisamment de talent en France pour qu'on trouve une personne qui puisse continuer le travail. Voilà, je sais que votre pot de départ avec vos équipes, c'est ce soir, à l'autorité de la concurrence. Merci beaucoup. Merci. Isabelle de Silva, d'avoir été mon invitée ce matin. Évidemment, on attend la prochaine étape. Vous savez déjà ce que vous allez faire? Pas encore. Pour retourner au Conseil d'État déjà, hein, dont vous êtes membre. Et on suivra avec intérêt la suite du parcours d'Isabelle de Silva.